Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Il est toujours agréable de commencer un journal par une bonne nouvelle. Je pense que je peux vous la donner. Vous savez qu'hier, nous vous donnions les prévisions météo pour ce week-end. Elles sont un tout petit peu modifiées et il s'agit effectivement d'une bonne nouvelle. Au moment où des milliers d'automobilistes prennent la route, je peux vous annoncer aujourd'hui que la météo s'est effectivement modifiée depuis hier. Les vacances de Pâques, finalement, ne s'annoncent pas trop mal. Je vous propose de jeter un coup d'œil tout de suite sur les dernières cartes établies par nos camarades de la météorologie nationale. Regardez, du 4 au 7, vous le voyez, le soleil va tout de même briller sur une grande partie de la France. En principe, le midi serait un tout petit peu moins favorisé que d'habitude, avec des pluies et des orages, mais tout de même des températures assez convenables de l'ordre de 20 à 22 degrés. Pour la période pascale elle-même, nous allons voir une seconde carte maintenant. Ce beau temps devrait s'étendre à l'ensemble de la France, malgré quelques brumes matinales, surtout dans l'Est, à l'exception de la Bretagne, de la Normandie et d'une partie du Nord, vous le voyez sur cette carte. En tout cas, cette tendance semble s'affirmer dès ce matin, puisque ceux qui ont pris la route aujourd'hui ont pu trouver un ciel à peu près dégagé et dans l'ensemble des routes à peu près sèches, ce qui est tout de même un peu rassurant lorsqu'on part en week-end ou en vacances. Je crois quand même qu'il est utile de rappeler que tout le monde ne part pas en vacances. On a un peu tendance à oublier que pratiquement 50% des Français ne prennent pas de véritables congés. Si vous apprêtez à partir vers le soleil ou vers la neige, dites-vous bien que vous faites partie d'une catégorie privilégiée de 50% de Français qui ont l'occasion effectivement de partir en vacances. Comme d'habitude, il y a bien sûr une sorte d'alerte générale chez tous les responsables de la circulation, que ce soit les responsables de la circulation routière ou bien la SNCF ou encore la navigation aérienne. La SNCF a prévu des trains supplémentaires et Stéphane Poli est allé voir comment cela se passait dès hier soir dans les gares parisiennes. Regardez. Cela se passait plutôt bien dans les grandes gares de départ et même alentour. La circulation hier soir entre 18 et 20 heures était fluide aux abords de la gare de Lyon. Dans tous les cas, il n'y avait pas les engorgements que l'on a coutume de voir les soirs de grand départ. Et d'ailleurs, le grand départ serait plutôt aujourd'hui. Les écoliers et les lycéens ne sont en vacances que depuis ce matin midi, et ce sont eux qui composent en partie la grande migration des vacances. Les départs s'échelonnent sur 3 jours, 180 000 personnes ont quitté Paris hier, 250 000 s'en vont aujourd'hui, et 170 000 partiront demain, et pas seulement au sport d'hiver, il y aura beaucoup de monde également dans le Midi, sur la côte basque et en Bretagne. Pas trop de travail avec les départs en vacances? Ah oui, on est un peu débordé, ça évidemment. Pourtant ça a l'air assez calme là ce soir à cette heure-ci. Ah oui, mais un peu plus tard, ça va venir, ça sera plus calme après. Enfin, je suis partie un jour en avance pour pas trouver trop de monde justement. Vous pensez que ça tient à quoi qu'il y ait aussi peu de monde précisément? Bah, l'étalement des vacances, non? Pour les gens prévoyants et pour les autres, la SNCF a prévu hier pour l'ensemble des grandes gares parisiennes 300 trains, dont 74 supplémentaires. Il y en aura aujourd'hui 372, 139 seront supplémentaires. Un exemple, 76 trains ont quitté hier la gare de Lyon, 91 la quitteront aujourd'hui. Ces chiffres sont nettement inférieurs à la capacité de la gare, qui peut aller jusqu'à 100 trains par jour. Pour ceux qui voyageront de nuit, l'on a prévu 25 000 couchettes, l'on a également renforcé le nombre de porteurs, mais il semble qu'il ne soit pas suffisant. Comment se passe le départ? Ah, très bien, très difficile. Difficile? Oui, pas de porteur, rien, pas de chariot. Oui, mais pas trop de monde quand même, non? Non, ça va, l'arrivée était bonne. Sur les routes, il y a peut-être un petit peu moins de problèmes. Enfin, nous allons faire le point de la situation d'ailleurs dans un petit instant. Les départs, en principe, devaient à peu près s'étaler. Les vacances scolaires ne sont commencées, Stéphane Pauline vous disait à l'instant, que depuis 1 heure maintenant. On pouvait s'attendre, malgré tout, à ce qu'un certain nombre de familles commencent dès hier soir à prendre leurs vacances et à prendre le départ. Alain Darchy, ce matin, a survolé quelques-uns des grands axes routiers. Vous voyez ces images. C'est une position privilégiée, d'ailleurs, et il me le disait au téléphone tout à l'heure, pour observer certaines fautes de conduite. Vous voyez qu'en tout cas, ce matin, à 8 heures, il y avait déjà du monde sur les autoroutes. Je suppose que vous avez vu l'enquête de Claude Manuel hier à Télésoir. Il est peut-être un peu tard maintenant pour vous rappeler les conseils de prudence, mais si vous n'êtes pas encore parti, allez au moins faire un petit tour du côté de votre garage pour faire vérifier l'état de votre véhicule, les pneus par exemple, les freins également, les phares. Tout cela peut permettre autant de vérifications qui pourraient permettre de faire diminuer éventuellement le bilan tragique des accidents de la route que nous serons hélas obligés de vous donner au cours de la semaine prochaine. Nous allons voir un peu plus précisément comment cela se passe et si, disons, ces images que nous voyons à l'instant
sont toujours les mêmes sur l'axe nord-sud, avec François Cornet qui ce matin se trouvait à Fontainebleau aux premières heures de la matinée et qui est remonté à contre-courant de ceux qui partaient vers le soleil. François Cornet, comment ça se passe? Il y a moins de monde, on dirait. Oui, nous nous trouvons maintenant à la sortie nord de Corbeil, dans l'Essonne, à une trentaine de kilomètres de Paris, sur l'autoroute du Sud. 4500 véhicules à l'heure défilent depuis 6 heures ce matin sur cet axe autoroutier, mais nous n'en sommes pas encore toutefois au point culminant de cette grande migration pascale. On attend pour cet après-midi 6000 véhicules heure sur cette même autoroute. Sur l'autoroute A13, autoroute de l'Ouest, le Centre national d'information routière de Rosny-sous-Bois signale en ce moment une circulation de 5000 véhicules heure. Comme pour le Sud, on s'attend à une circulation plus dense sur cette autoroute en début d'après-midi. Quant à l'autoroute A1, l'autoroute du Nord, on y circule pour l'instant normalement. Il est un peu tard, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Michel Dejeune, pour donner des conseils de prudence aux automobilistes qui, malheureusement, en principe, ne les observent pas très bien lorsqu'ils se trouvent devant leur volant. Néanmoins, si vous n'êtes pas encore parti et que vous vous apprêtez à prendre ces autoroutes de la région parisienne, souvenez-vous que l'on doit rouler à droite sur l'autoroute et tenir ses distances par rapport aux véhicules qui vous précèdent. La circulation sur la route du Soleil est pour l'instant fluide comme elle l'était ce matin après le péage de Fleury-en-Bière où ont été tournées il y a 3/4 d'heure à peine ces images. La circulation, comme je vous le disais tout à l'heure, est prévue plus dense cet après-midi sur les autoroutes de la région parisienne. À vous, Cognac-G. Je faisais tout à l'heure allusion aux accidents de la route et déjà le week-end est à peine commencé et l'on reçoit des télégrammes assez tragiques concernant les accidents. Exemple, cet accident à Saint-Denis de Bugère, dans l'Ain, un accident, Jean Tavernon, qui s'est déroulé à la hauteur d'un passage à niveau. Regardez. D'un an, 4 voitures et un camion broyés, tel est le bilan de l'accident qui s'est produit hier soir au passage à niveau de Saint-Denis en Bugey dans l'Ain. Les barrières étant baissées, 4 voitures attendaient le passage du convoi. Surgit alors un poids lourd qui vint percuter les voitures à l'arrêt avec une force telle qu'elles furent projetées sur les 2 voies ferrées. Les 6 occupants des 2 premières voitures eurent à peine le temps de sortir de leur véhicule qu'un train de marchandises, arrivant à pleine vitesse, percutait voitures et camions, les coupant en 2 et les traînait sur une longueur de 400 mètres environ. Le carburant des voitures s'enflammait et le feu courait alors le long de la voie ferrée. Aussitôt, les secours s'organisaient et l'on devait dégager les corps des 3 victimes de l'accident. L'un des rescapés, qui était sorti de la voiture juste avant le choc, a assisté impuissant au drame où devaient périr sa femme et son bébé. Le chauffeur du poids lourd, lui, complètement hébété, n'a pu expliquer l'accident aux gendarmes chargés de l'enquête. Un fait est certain, il n'était pas pris de boisson. Est-ce un malaise, de l'inattention? À l'enquête de le déterminer. Photo d'une station-service, une fois de plus, et une fois de plus, on se demande si le prix de l'essence ne va pas augmenter en France comme ailleurs. Cela à la suite, la nuit dernière, d'un accord intervenu entre le gouvernement libyen et les compagnies pétrolières occidentales. Ce qui est certain, c'est que les Européens vont certainement payer plus cher leur carburant, mais en principe, cette hausse ne devrait toucher que le prix commercial, disons, que le prix commercial du pétrole. L'accord en question aura forcément, en tout cas, des répercussions sur les négociations qui sont en cours, vous le savez, en ce moment, entre la France et l'Algérie. L'émission Armes égales, hier, a pris, vous le savez, un visage inhabituel. Vous avez sans doute suivi à partir de 21h50 ce France-Angleterre qui a permis à M. Jenkins, l'ancien chancelier de l'Échiquier, à M. Couve de Murville, de converser en direct. Un duplex entre Paris et Londres sur le thème des relations franco-britanniques et évidemment sur l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun. M. Jenkins a regretté que la Grande-Bretagne ne se soit pas jointe à la création de la communauté charbon-acier, puis ensuite au marché commun. Quant à M. Maurice Couve de Murville, l'ancien Premier ministre, il a affirmé qu'il n'y avait pas eu de veto français, mais que la négociation de 1961 n'avait pas abouti parce qu'à cette époque, la Grande-Bretagne n'était pas prête, selon lui, à entrer dans le club européen. Ce qu'il y avait d'important dans cette émission d'hier soir, c'est qu'elle était diffusée à la fois en France et en Grande-Bretagne. Jacques Firman va pouvoir nous dire quelles ont été les réactions des Britanniques à cette émission. Le Daily Telegraph applaudit ce matin la réalisation technique du duplex franco-britannique. La presse, dans son ensemble, se contente de rapporter les points essentiels du duel amical Maurice Couve de Murville, Roy Jenkins. Les participants à l'émission, quant à eux, s'estiment satisfaits et pensent qu'une telle initiative devrait se renouveler plus souvent. Dans le contexte actuel, on estime à Londres qu'il est bon que tous les moyens possibles d'information soient utilisés
pour permettre à nos deux pays de se découvrir et de se mieux comprendre. Ce fut très excitant mais épuisant. Pensez donc, 2 heures sous les sunlights. Ce sont là les seuls propos que M. Jenkins a bien voulu m'accorder. Une caméra et un micro provoquaient chez lui à l'issue de l'émission une véritable folie. Je crois qu'il ne faut pas des politiciens, il faut plutôt des gens du pays, qu'il faut s'exprimer dans les autres pays, l'un contre l'autre. Je crois que c'est très important de discuter des choses pareilles entre les deux pays et j'espère que c'est un commencement des plus grandes choses à venir. Je croyais que tout le monde était assez amical, mais aussi qu'on a dit vraiment ce qu'on a pensé. Monsieur Ezra, vous venez de passer près de 2 heures dans ce studio de la BBC. Quelles sont vos impressions vraiment toutes chaudes au sortir du studio? Eh bien, d'abord, c'est que c'était quelque chose de technologique, point de vue de la télévision, qui était de grande importance. En plus, je suis personnellement très satisfait que ça soit fait entre l'Angleterre et la France. Je crois qu'il faut d'abord que nous nous entendions beaucoup plus que nous le faisons jusqu'à présent. Je crois qu'en privé, on se comprend très bien. Mais en affaires politiques, économiques, je crois qu'il y a toujours des questions qu'on doit discuter à fond et que jusqu'à présent, je crois qu'il persiste toujours quelques malentendus que des programmes tels qu'on a eu ce soir peuvent peut-être contribuer à dissoudre. Sur la scène internationale, toujours le Pakistan avec des scènes d'horreur et des combats sanglants que vous avez pu voir hier au cours de Télésoir. Un nouveau foyer d'agitation aussi à Madagascar. Dans le sud du pays, il y a eu ces jours-ci des troubles très sérieux. Le président Tsiran a annoncé qu'il y avait sans doute une trentaine de morts au cours de ces troubles. Et il a rejeté la responsabilité de cette agitation sur les partis d'extrême gauche de Madagascar. À l'étranger, il y a toujours bien sûr l'affaire Cali. Elle continue de provoquer bien des remous aux États-Unis. On ne sait plus trop si le lieutenant est toujours le responsable du massacre de My Lai et de la mort de 22 civils vietnamiens ou s'il est devenu un héros national. Vous savez qu'il a regagné sa chambre à Fort Benning, qu'il bénéficie d'un régime de semi-liberté sur les instructions du président Nixon. Photo quelque peu symbolique derrière moi. Il est en train de recevoir des fleurs de la part d'un des membres de la police militaire. Évidemment, tout le monde n'est pas d'accord aux États-Unis. L'opinion publique est plutôt favorable à Cali, mais certains Américains ne comprennent pas très bien pourquoi le chef de l'exécutif est ainsi intervenu. Les jurés du procès eux-mêmes réagissent. Regardez ces images avec Georges Pitoef, ce juré qui explique son drame de conscience et les raisons qui l'ont poussé à voter pour la condamnation à la prison perpétuelle du lieutenant Cali. C'est presque une méditation que nous livre le major Brown, qui, comme le lieutenant Calais qu'il jugeait, a lui aussi combattu au Vietnam. Et c'est avec une sorte d'humilité qu'il dit devant les caméras de la télévision américaine que l'opinion publique s'est laissée emporter par l'émotion. L'opinion est au fond que nous avons mal agi. Or, nous avons donné à Calais toutes ses chances. Nous lui avons accordé le bénéfice du doute. Nous sommes partis du principe qu'il était innocent. Mais après 4 mois et demi d'analyse, d'étude du dossier, il a bien fallu se rendre à l'évidence. Le major Brown devait ensuite élargir sa réflexion aux conséquences du conflit vietnamien et déclarer en substance que Calais a beaucoup souffert, qu'on ne doit pas lui en vouloir, mais que sa condamnation nécessaire devrait aider les États-Unis à comprendre et ainsi à empêcher pour toujours la répétition de tragédies comme celle de My Lai. Ou, dit-il, contrairement à Calais qui a bénéficié des garanties de la procédure, les vieillards, les femmes et les enfants n'ont eu, eux, aucun recours devant la mort. En France, le président Mobutu poursuit sa visite. Elle se termine d'ailleurs, cette visite, avec quelques passages en province, vous le savez, à Rennes, à Grenoble et à Bordeaux. Ce matin, il était de retour à Paris et il devait rencontrer M. Pompidou au palais de l'Élysée. À l'issue de cette rencontre, le président congolais a fait savoir qu'il avait invité le président de la République française et Mme Pompidou à se rendre en visite officielle au Congo. L'invitation a été acceptée. La date du déplacement sera fixée ultérieurement. Par ailleurs, un accord a été pris entre les deux pays, un accord économique qui prévoit la garantie des investissements français au Congo, qui encourage d'ailleurs les industriels à investir davantage dans ce pays. D'autre part, la monnaie congolaise entre maintenant dans la zone franc.
France encore, M. Flassolière, qui, vous le savez, vient de donner sa démission du poste de directeur de l'École normale supérieure. M. Flassolière vient de demander audience au président de la République. Il veut lui expliquer les raisons de son geste, lui expliquer aussi les problèmes qui se posent dans cet établissement. L'Angleterre, une nouvelle fois, est touchée par une marée noire. Un pétrolier s'est échoué, en effet, depuis 4 jours au large de la côte sud-est de la Grande-Bretagne. Il y avait 25 000 tonnes de pétrole brut à bord du Panther. 8 remorqueurs de haute mer ont tenté vainement de le déplacer. Le navire se trouve posé sur des sables mouvants et il est particulièrement difficile de le dégager. Le danger, c'est qu'il se casse en deux et que sa cargaison soit ainsi libérée à la surface de la mer. Des nappes de pétrole sont apparues en tout cas sur les plages de la région, vous les voyez tout à l'heure. Pour l'instant, il n'est pas possible de savoir si elles proviennent du pétrole. Un nouveau drame de la folie à Coussanges-les-Forges, dans la Meuse. Un homme de 33 ans a tué son épouse d'un coup de fusil de chasse et ensuite il s'est barricadé chez lui. Il a 12 enfants et il menace de les tuer. Les enfants ont de 1 à 14 ans. Le drame dure depuis hier soir. Il y a quelques minutes, les représentants de l'ordre avaient réussi à engager le dialogue avec lui. Louis Armstrong est dans un état critique. Le grand trompettiste est à l'hôpital à New York depuis le 12 mars. Il souffre de troubles cardiaques et d'une affection pulmonaire. Tous les efforts des médecins portent maintenant sur sa respiration. Cela allait un petit peu mieux au début de la semaine et puis l'état de Louis Armstrong s'est brusquement aggravé au cours de la journée d'hier. Je vous propose maintenant avec Jean-François Vergne, de faire un petit tour en province à la Foire internationale de Lyon, qui est ouverte maintenant depuis plus d'une semaine et qui doit fermer ses portes lundi prochain. Un bilan de cette foire de Lyon. 255 000 mètres carrés, 2500 exposants, dont 537 étrangers venant de 24 pays, telle est la physionomie de la 53e foire de Lyon. Inaugurée dimanche dernier par M. André Bettencourt, le ministre chargé du plan et de l'aménagement du territoire, cette deuxième manifestation économique française gravitait cette année autour de quelques grands thèmes majeurs. Tout d'abord Deltamat pour le matériel de bâtiment et les travaux publics, les machines à bois, le matériel de bureau. L'enseignement technique, qui, grâce au service du ministère de l'Éducation nationale, présente les activités régionales sur plus de 1800 mètres carrés. Retour remarqué cette année la soierie lyonnaise, qui réunit sur son stand toutes les activités traitant de la soie et des fibres artificielles et synthétiques. Premier bilan à 2 jours de la fermeture, 14% de visiteurs de plus que l'an dernier, avec une augmentation apparente des affaires traitées. À noter aussi cette année encore une importante participation étrangère qui a tourné autour de 3 journées, belges, hongroises et israéliennes. Cette 53e foire semble montrer, une fois de plus, que le rôle économique de la région Rhône-Alpes devient de plus en plus européen et même international. L'actualité sportive, Jean-Michel Lelieu avec, nous parlerons dans un instant du Tour des Flandres, et puis aussi de la boxe et le match de Marcel Cerdan hier soir qu'on voit derrière nous d'ailleurs. Oui, Marcel Cerdan disputait son 50e combat, c'était à Perpignan. Un Cerdan des beaux jours, disent les informations reçues là-bas du Pays du Soleil, qui a donné, paraît-il, Cerdan une véritable démonstration, un adversaire très courageux. Il s'agit de l'Allemand Klein, l'ex-champion d'Allemagne des poids moyens. Michel Bosque nous parle de Montpellier, de ce combat de Cerdan, le 50e. Marcel Cerdan a signé hier soir à Perpignan le 50e succès de sa carrière en battant au point l'ancien champion d'Allemagne Klaus Klein. Dès la première reprise et tout au long de ce combat, le poids welter français allait faire montre d'une nette supériorité technique face à un adversaire solide qui lui opposa une résistance opiniâtre, l'obligeant ainsi à s'employer à fond et à donner le meilleur de lui-même. Plus rapide, doublant et parfois triplant ses gauches, de reprise en reprise, Marcel Cerdan allait accentuer son avantage. Les échanges devenaient de plus en plus heurtés. L'élève de Philippi répliquait à une série de gauches au visage par des coups plus appuyés. Et à la fin du 4e round, l'Allemand, très marqué, regagnera son coin, la pommette gauche éclatée et saignant du nez. Très courageusement, il allait pourtant multiplier ses attaques sans toutefois inquiéter sérieusement le Français, plus mobile, qui, par ses arrêts du gauche, arrivait à détourner les coups. Sous l'impulsion de Cerdan, le rythme du combat s'accélérait, c'était le forcing. Blessé à l'arcade sourcilière, Klein faisait front et l'on pouvait croire un instant qu'il allait renoncer avant la limite. Mais c'était mal connaître l'Allemand qui, fidèle à sa tactique, puisait dans ses réserves d'énergie pour lutter pied à pied contre Marcel Cerdan véritablement déchaîné en fin de combat. En définitive, Marcel Cerdan devait se contenter d'un succès mérité de 7 points d'avance au terme d'un combat moins facile que prévu et qui lui a donné l'occasion de démontrer toute sa classe de styliste.
Oui, il en dit que Marcel Cerdan, hier soir, était dans un bon jour. En ce qui concerne le Tour des Flandres, c'est évidemment l'événement du week-end. 263 km, l'une des grandes classiques routières de la saison internationale, professionnel cycliste, avec Merckx évidemment favori, il l'a déjà gagné en 1969. C'est une épreuve très difficile avec des secteurs pavés et surtout des monts dans les derniers kilomètres. Il y a le mur de Grammont et puis le célèbre mur des Faucons, le Valkenberg. Les favoris donc, à part Merckx, sont également Pintens, Eric et Roger de Vlaminck. Il y a Le Mans, le vainqueur de 70, qui fait preuve d'un admirable courage. Et il y a une très forte représentation française, notamment avec Pinjon et Poulidor. En ce qui concerne le football, à égalité de matchs, de rencontres, il est bon de repréciser le classement du haut du tableau du championnat de France, qui va disputer sa 27e journée. Vous savez que Saint-Etienne est en tête avec 2 points seulement sur Marseille. Et cet après-midi, il y a un match très intéressant, car Nantes est le 3e du championnat. Marseille affronte Nantes. Et là, peut-être va se jouer encore l'une des phases capitales du championnat de France. Saint-Etienne ne jouera pas ce week-end, du moins en championnat, mais surtout en Coupe de France, puisque Saint-Etienne reçoit Lyon. Rappelons que dimanche dernier, Saint-Etienne avait battu Lyon à Lyon par 2-1. En ce qui concerne le tournoi de Nice, eh bien, je pense qu'il est bon de ne pas s'éterniser. Il n'y a plus de Français. Geoffrey a été battu. Les demi-finales auront lieu cet après-midi entre Nastase et Orantes et deux Tchèques, Kodes et Pala. En hockey sur gazon, fin des championnats du monde, avec évidemment l'URSS qui est grande favorite de ces championnats. Elle est en tête avec 2 points sur la Tchécoslovaquie. L'URSS affronte cet après-midi la Suède, ce soir, et la Tchécoslovaquie, la Finlande. 1re, 2e et 3e, 4e place en jeu. Enfin, les retransmissions sportives de cette journée. Au GEL, les 3S, Coupe de France des clubs de ski à 15h sur la première chaîne. Et à 23h05, le match à sensation URSS-Suède, la première place du championnat du monde de hockey. En deuxième chaîne à 15h, le Grand National à Liverpool. Jean Berthaud vous en parlera peut-être tout à l'heure, c'est une épreuve très intéressante. À 17h35, tous en forme. Et à 17h45, le temps du sport. Voilà. Voilà pour l'ensemble de l'actualité sportive. Effectivement, Jean Berthaud est là pour nous parler du tiercé de demain. C'est une réouverture, c'est Longchamp, c'est ça? C'est ça, c'est la réouverture de Longchamp. Et il y aura, j'allais dire, seulement 23 partants, parce qu'il y a eu 2 forfaits ce matin, c'est-à-dire Classing, qui était monté par Jackie Taillard, et Benedetto, qui est entraîné par Arthur Batz. Ils ne prendront donc pas part à la course. Il y a aussi un changement de monde que je vous signale. Le numéro 3, Delphin, sera monté par Maxime Garcia. Alors, ce prix de la Plaine Monceau est un handicap disputé sur 1950 mètres. Il y a au moins 12 chevaux, peut-être 13, qui peuvent prendre une place dans ce tiercé, ce qui peut nous valoir un très très beau rapport. Est-ce qu'il pose des problèmes à Jean Berthaud sinon? Il m'en pose comme à tout le monde, mais enfin, il y a de très bons chevaux. Ex Libris, le numéro 4, 59 kilos, ça ne va pas le gêner du tout. Il est monté par Freddy Head, il adore ce parcours de Longchamp et il doit disputer cette arrivée. Ensuite, il y a le numéro 2, Mister Sicktop, un Bonaventure, c'est un cheval semi-classique, presque un classique. Il y a un cheval qui, alors lui, le numéro 15, Faleron, est placé admirablement. Il n'aura que 52,5 kg dans ce handicap. Il a été très malheureux toute la saison dernière. Il doit se réhabiliter, donc on doit le voir dans cette arrivée, bien qu'il fasse sa rentrée. Viara, qui est monté par Saint-Martin, le numéro 5, c'est une très bonne jument. Elle a très bien couru contre les meilleurs. Je vois également Valse des Cœurs, parce qu'elle sera montée par André Gibert, et ce jockey est l'homme le plus dangereux des tiercés. Alors surtout pas l'oublier, cette Valse des Cœurs. Ensuite aussi une jument Seto, le numéro 16, c'est une ancienne Boussac. Elle sera montée par Marcel de Palmas et elle peut se montrer dangereuse pour sa première sortie. Très vite pour terminer, le numéro 9, Potamocher, un ancien Pollet qui est confié maintenant à l'entraînement de François Boutin. Il sera monté par le jockey anglais Barclay et ce Potamocher a de la classe. Il était le leader de Gire, si ça vous dit quelque chose. Alors ça le fatiguait peut-être un peu de tirer Gire, mais enfin il a sa chance dans cette arrivée. Voilà. Je suppose que comme tout le monde, vous avez noté ces chiffres, 4, 2, 15, je les ai notés en tout cas, 4, 2, 15, 5, 6, 16 et 9, les pronostics de Jean Berthaud. Je propose de parler musique maintenant. La musique française et surtout ceux qui fabriquent d'ailleurs les instruments de musique viennent d'être mis à l'honneur aux États-Unis. À New York se déroule en ce moment en effet une exposition de la lutherie française. Cela a été l'occasion pour Emmanuel Delataille de rencontrer le célèbre violoniste Yehudi Menuhin. En Amérique, comme dans beaucoup de pays, bien des jeunes se remettent à pratiquer un instrument de musique, non seulement le piano ou la guitare, mais le violon. C'est ce qui assure un très grand succès à une exposition sur la lutherie française actuellement à New York. Un visiteur très célèbre, le violoniste américain Yehudi Menuhin, l'a parcouru avec l'organisateur Jacques France. La lutherie française a repris à la fin du XVIIIe le flambeau aux violonistes italiens de Crémone. Le Stradivarius garde bien le secret perdu de sa sonorité, un vernis que les chimistes ne parviennent pas à redécouvrir, mais les grands violonistes se tournent maintenant vers les Lupo, les Aldrich français. Pour le profane, quand on parle violon, on pense surtout à l'Italie, à Crémone. Est-ce que la lutherie française est connue aux États-Unis?
évidemment pas aussi connue que la lutherie italienne, mais c'est justement pour cette raison-ci que cette exhibition qu'a arrangé mon cher collègue et ami de toujours, d'enfance, Jacques Français, est si important et si utile, parce que justement on voit ici les merveilleux violons et archers de la lutherie française. Là, vous avez choisi un lupo. J'ai choisi un lupo qui est vraiment très beau. Vous pouvez nous jouer quelque chose? Oui, et évidemment l'archer aussi, c'est français, c'est magnifique. On va voir ce que ça donne. Exceptionnellement aujourd'hui, il n'y avait pas d'hebdo loisir. Vous retrouverez bien sûr Jean Lanzy samedi prochain pour cet hebdomadaire. Vous le retrouverez aussi demain pour Télémidi. En tout cas, cette édition est terminée. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous souhaite également de rester très prudent. Faites attention à votre route. Bonne journée.